Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une architecture d'âme vraiment, vraiment fascinante, celle de Jean-Christophe. Mhm. On a devant nous ses analyses astrologiques, numérologiques, puis notre mission, c'est de décoder deux archétypes qui ressortent avec une force incroyable. On parle du maître bâtisseur et de l'architecte de l'âme. Exact. On va explorer ce talent assez rare, qui consiste à prendre des visions, des intuitions qui sont parfois floues Ouais. et à leur donner une forme solide, une structure qui est utile pour le monde. C'est une invitation à voir très, très grand. C'est ça qui est passionnant dans ce profil-là. On parle pas juste de potentiel en l'air, là. C'est une véritable mécanique de précision. Ah oui, D'un côté, il y a une sensibilité presque médiumnique, tu sais, une capacité à capter l'air du temps. Puis de l'autre, un pragmatisme de roc, un besoin viscéral de construire du concret. OK, Fait que tout l'enjeu, c'est de voir comment ces deux forces, qui semblent opposées, s'articulent. absolument. Puis pour y voir clair, on commence comme toujours par une synthèse, les 3 points fondamentaux à retenir de l'analyse. Le premier, c'est justement cet archétype de l'architecte de l'âme. Mhm. La compétence maîtresse de Jean-Christophe, c'est d'être ce que les sources appellent un mystique pratique. C'est cette capacité à recevoir des visions spirituelles, puis de les traduire en plan d'affaires, en projets tangibles. Il est comme un pont entre deux mondes. Le deuxième point, on pourrait l'appeler le moteur à haute tension. C'est qu'au cœur de sa personnalité, on trouve une configuration astrologique qui est rare et puissante, la grande croix cardinale. OK, ça sonne intense. Faut s'imaginer genre un réacteur nucléaire interne qui génère une tension constante entre 4 pôles de sa vie. Qui il est, où il habite, avec qui il est et ce qu'il accomplit. Wow! Mais les sources insistent. C'est pas une malédiction, là. C'est le moteur même de sa destinée, conçu pour forger ce qu'elle nomme une âme de diamant. Une âme de diamant. J'aime ça. On va y revenir. Et le troisième point clé, c'est la mission du nous. Son axe d'évolution principal, sa plus grande quête, c'est de passer de l'archétype du guerrier solitaire. Celui qui réussit tout seul. Exactement. À celui du partenaire sacré. Sa croissance la plus spectaculaire maintenant, elle viendra plus de ses exploits individuels, mais de sa capacité à maîtriser l'art de la collaboration. C'est un gros shift. OK, allons-y. Le point de départ de tout ça, c'est cet archétype de maître bâtisseur qui est lié à un chemin de vie 22 en numérologie. Ça sonne incroyablement grandiose. Ça l'est? Mais concrètement, au quotidien, ça ressemble à quoi? J'imagine qu'on parle pas juste de construire des édifices en briques et mortier. Non, pas en tout. Pour vraiment saisir la portée du 22, faut penser à une différence d'échelle. Un bon menuisier peut construire une chaise magnifique. Un excellent entrepreneur, une superbe maison. Ouais. Le maître bâtisseur 22, lui, c'est l'architecte qui conçoit le plan de la ville au complet. Le réseau électrique, les parcs, les aqueducs, même la philosophie de la communauté. C'est une image puissante, ça. Il ne pense pas en termes de projet, il pense en termes de système, d'héritage, d'impact sur le collectif. L'architecte de la ville. Puis c'est là que ça devient fascinant, parce que les sources nous disent que cet architecte est aussi un poète. On parle d'un ascendant poisson, ce qui donne une sensibilité d'éponge, une connexion à l'invisible. Mhm. Comment un poète mystique peut être en même temps un ingénieur de systèmes complexes? Ben c'est ça, le génie du profil. La planète qui gouverne cet ascendant poisson, Neptune. La planète du rêve, exact. La planète du rêve et de l'intuition, elle est placée dans le signe le plus pragmatique du zodiaque, le Capricorne. Ah, OK. C'est comme avoir l'âme d'un visionneur, mais avec les mains puis le cerveau d'un ingénieur en chef. La vision est jamais gratuite. Elle est le plan directeur d'un chantier. Sa spiritualité doit être utile. Elle doit se matérialiser. Sa mission, c'est de faire descendre ses visions du ciel pour les ancrer sur la terre. Alors, ce potentiel immense, cette mission de construire des cathédrales, mettons, ça vient avec une pression qui doit être tout aussi immense. C'est le moins qu'on puisse dire. Les analyses insistent beaucoup sur cette fameuse Grand Croix cardinale. Rien que le nom est intimidant. On a parlé de réacteur nucléaire, mais honnêtement, ça sonne aussi comme une recette pour être paralysé. Comment on peut avancer quand on est tiré dans 4 directions opposées en même temps? C'est le paradoxe central, puis c'est la clé pour tout comprendre. Ce système-là n'est pas conçu pour la paralysie. Il est conçu pour l'empêcher. Ah oui! Imagine une boussole où l'aiguille est tirée en même temps, et puis avec la même force,
vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Elle bouge pas. Elle reste au centre. Exactement. Cette structure ne demande pas de choisir une direction, mais de tenir le centre. C'est une machine à créer de l'équilibre par la tension. D'accord. Décomposons ces 4 forces. C'est quoi la première? La première, c'est Saturne en bélier, dans sa maison d'identité. C'est une voix intérieure qui lui dit « casse ». Sois un pionnier, sois autonome, aie besoin de personne. Forge ton propre chemin, tout seul. OK, l'entrepreneur solitaire. C'est ça. Puis diamétralement opposé à ça, on trouve son nœud nord en balance dans la maison des partenariats. Donc la voix du destin qui lui dit « ton avenir est dans la collaboration. Apprends à faire confiance. Le succès passe par le nous ». Déjà là, on sent le tiraillement. C'est clair. Puis sur l'autre axe, il y a Mars en cancer, dans la maison du foyer, des racines. C'est une pulsion viscérale qui dit « reste à la maison, protège ton clan, ta famille, la sécurité, l'émotionnel avant tout. » Le besoin de se replier dans le cocon. Et face à ça, Jupiter en Capricorne dans la maison de la carrière qui hurle « sors de chez toi, bâtis ton empire, atteins le sommet, obtiens la reconnaissance que tu mérites, sois une figure publique. » Voilà. Wow! Honnêtement, là, ça sonne épuisant. C'est comme être dans une réunion de conseil d'administration où les 4 membres se détestent. C'est une excellente analogie. Puis la solution, c'est pas de faire taire un des membres, mais de devenir un président de conseil exceptionnel. OK? De comprendre que c'est pas un défaut de conception, c'est une fonctionnalité de haute performance. C'est son moteur de la destinée. Il peut pas se concentrer à 100% sur sa carrière sans que sa vie de famille se mette à grincer. Tout est lié. Il peut pas s'isoler comme un guerrier solitaire sans que son besoin de partenariat crie à l'aide. C'est une invitation constante à l'intégration, puis c'est cette friction, cette pression-là qui transforme le carbone en diamant. C'est de là que vient l'âme de diamant. Exact. La pression n'est pas l'obstacle, c'est le processus. Un moteur aussi puissant, ça doit avoir des conséquences sur l'ego, j'imagine. Je vois mal comment on peut gérer une telle tension sans développer un sentiment très fort de son importance personnelle. Ben oui, ce qui m'amène à une autre friction que les sources soulignent, celle entre le leader charismatique avec son soleil en lion et la mission de service du maître bâtisseur. Oui, on arrive au cœur d'un autre défi stratégique. Le soleil en lion a un besoin naturel de briller, d'être reconnu, d'être au centre. Son désir d'âme, issu de son nom, vibre au chiffre 1, l'énergie du leader. Mhm. Mais son chemin de vie 22 exige l'humilité et le service à une cause plus grande que soi. Et ce conflit est directement relié à ce que la numérologie appelle une dette karmique 16. OK, un autre terme technique, dette karmique 16. Traduisons ça en langage clair. Ça veut dire quoi concrètement? Faut voir ça comme un scénario de vie qui revient, un patron que l'âme vient travailler. Le 16 est associé à l'archétype de la tour dans le tarot. La tour qui s'effondre. Exact. Imagine quelqu'un qui construit une tour magnifique, de plus en plus haute, basée sur son intelligence, son charisme, son ego, mais les fondations sont fragiles parce qu'elles sont basées sur l'orgueil. Inévitablement, un coup de foudre frappe la tour, qui s'effondre. Ouf. Mais l'effondrement, c'est pas une punition, c'est une libération. Ça permet de démanteler ce qui a été construit sur de fausses bases pour pouvoir reconstruire sur du solide, sur l'authenticité. Donc, l'univers a une sorte de disjoncteur intégré. Si l'ego prend trop de place, un mécanisme de correction qui peut être assez brutal. On peut dire ça, oui. Mais comment on fait la différence au jour le jour entre un leadership confiant qui est nécessaire et un ego qui construit une tour fragile? La ligne peut être super mince, c'est la question. Et la réponse se trouve dans l'intention. La directive stratégique est limpide. S'il bâtit pour sa propre gloire, pour prouver sa valeur, il érige ce que les sources appellent une statue fragile, destinée à tomber. Oui. S'il met son leadership, son charisme de lion au service du projet collectif, au service de la ville qu'il doit construire, alors il bâtit une forteresse inébranlable. Le lion disparaît pas. Non. Il passe du rôle de roi, qui jouit de son royaume, à celui de gardien dévoué qui protège le royaume. Son charisme devient un outil. Cette idée de servir le collectif, ça semble être un défi direct à sa partie guerrier solitaire, ce qui nous amène très naturellement à ce qui est décrit comme sa mission d'arme ultime. C'est exactement ça. On arrive à l'axe des nœuds lunaires.
Faut imaginer le nœud sud comme un sac à dos rempli d'outils et de compétences qu'on a maîtrisés dans d'autres vies. C'est notre zone de confort. OK. Pour Jean-Christophe, son nœud sud en bélier veut dire que son sac à dos est plein d'outils pour l'autonomie, l'indépendance, la survie en solo. Il sait faire ça les yeux fermés. Mais on n'évolue pas en utilisant toujours les mêmes outils, j'imagine? Voilà. Le nœud nord, c'est la nouvelle montagne à gravir. Et pour lui, ce nœud nord est en balance. La montagne s'appelle partenariat, diplomatie, équilibre. Mhm. Il a atteint un plafond de verre avec son approche de loup solitaire. Toute sa croissance future, la plus significative, dépend de sa capacité à maîtriser cet art délicat du « nous ». Et pour compliquer les choses, les sources mentionnent que Chiron, l'archétype du guérisseur blessé, est situé précisément là, dans le secteur des relations. Oui. C'est comme avoir une vieille blessure à la cheville juste au moment où on doit commencer une longue randonnée. C'est la métaphore parfaite. Chiron pointe vers nos blessures les plus profondes, mais aussi vers notre plus grand don de guérison une fois qu'on les a conscientisées. Ces douleurs les plus vives sont probablement relationnelles, la peur du rejet, le sentiment d'injustice. La difficulté à faire confiance. Exactement. Mais en acceptant de regarder cette blessure, en acceptant sa propre vulnérabilité dans les relations, il se guérit pas juste lui-même. Il transmute la douleur en super pouvoir. Ah! Il a le potentiel de devenir un médiateur exceptionnel, un guérisseur relationnel, parce qu'il comprend la mécanique de la blessure de l'intérieur. Il doit apprendre que s'appuyer sur l'autre, c'est pas une faiblesse, c'est un enrichissement. Alors, si on résume, le portrait est saisissant. On a un architecte de l'âme conçu pour bâtir un héritage durable. Et- Il est propulsé par un moteur à haute tension, qui n'est pas un problème à régler, mais le processus même qui forge son âme de diamant. C'est ça. Puis son plus grand chantier, c'est d'apprendre à construire non pas seul, mais en partenariat. Le plan est tracé. Les matériaux sont identifiés. Il est le seul artisan qui peut assembler l'œuvre. Rendons ça très concret. Voici 3 actions, inspirées de l'analyse, à mettre en pratique. Premièrement, l'audit de l'architecte. J'aime le nom. L'idée, c'est de prendre 30 minutes, faire la liste de tes 3 projets professionnels principaux. Pour chacun, se poser honnêtement la question, est-ce que je construis une statue pour mon ego ou une forteresse pour le collectif? L'objectif, c'est pas de juger, mais d'aligner consciemment ce leadership avec la mission de service. Activer le nous. L'exercice, c'est d'identifier une tâche, cette semaine, que le réflexe du guerrier solitaire pousserait à faire seul, et intentionnellement la déléguer ou demander l'avis d'un collaborateur. Le but, c'est pas juste l'efficacité. Non. C'est de muscler la capacité à faire confiance. C'est un entraînement, absolument. Et troisièmement, planifier la grotte. Un profil comme celui-ci exige un rythme qu'on pourrait appeler grotte versus chantier. La partie chantier est naturelle, mais la grotte doit être protégée. Il s'agit d'ouvrir l'agenda et de bloquer 2 périodes de 2 heures dans le mois à venir. Ces blocs-là sont non négociables. C'est du temps de solitude stratégique pour que le mystique intérieur reçoive les visions que le pratique pourra ensuite construire. Sans vision claire, l'architecte ne sait pas quoi bâtir. Exactement. Et pour finir, une dernière pensée à laisser mûrir. Les sources indiquent que le sommet de l'influence de Jean-Christophe devrait se situer entre 39 et 47 ans. À ce moment-là, son rôle vibratoire pourrait évoluer de maître bâtisseur, associé au 22, à celui de maître inspirateur, associé au 11. Il passera de celui qui construit la structure à celui qui inspire les autres à y vivre. C'est ça. La question provocante qui en découle est donc la suivante. Quelle fondation, pas seulement professionnelle, mais des fondations d'humilité et de partenariat doivent être bâties avec soin dès maintenant pour que, le moment venu, la structure qui soutiendra cette grande inspiration soit absolument inébranlable?